Salut à tous, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons résoudre ce problème, cet exercice qui confère principalement le théorème des bancs. Ok, dans cet exercice, comme vous pouvez le constater, il y a un camion qui traverse un pont soumis à une charge permanente et une forme de 5 newtons par mètre. Ok, cette charge permanente, on peut considérer ça comme la charge du tablier ou alors le dallage sur le plancher. Ok, maintenant, la charge roulante, comme vous pouvez remarquer, c'est celle qui se déplace sur le tablier et c'est la poutre qui reçoit la charge totale. Donc, il sera question pour nous de déterminer l'intensité de la position de la résultante et des charges du convoi. Ok, donc comme vous pouvez constater, le camion c'est un convoi. Un convoi c'est un système de force. Ok, un système de force P1, P2, P3. Donc, pour nous, on doit déterminer la résultante de ce système de force. Donc, deuxième question, nous devons déterminer le moment fixant maximal à la plante de chaque essieu et déduire la charge critique. Donc, quand on dit le moment fixant à la plante de chaque essieu, ça veut dire qu'à P1, il y a un moment fixant à la plante de P1. À P2, on a un moment fixant à la plante de P2. À P3, on a également un moment fixant là. Dans la partie du théorème des barres, nous allons déterminer cela. Et en troisième position, nous allons positionner le convoi à la position critique en prenant en compte la charge permanente, puis tracer le diagramme des efforts tranchés du moment fixant et en déduire le moment max. Également, ceci, on va le faire. Nous allons déterminer l'effort tranchant maximal en positionnant le convoi au voisinage A et B. Tout simplement pourquoi? Parce que l'effort tranchant max se trouve aux appuis. Ok, donc nous allons directement passer à la solution. Donc, la première question, est la première question demande de faire quoi? De déterminer l'intensité, la position de la résultante des charges. Donc, on va déterminer la résultante des charges sur le convoi, résultante des charges et sa position. Ok. Bon, pour trouver la résultante des charges, vous savez, c'est pas compliqué. Si on appelle cette résultante R, la résultante, c'est tout simplement la somme des forces sur la direction verticale. Ok. Donc, la résultante des forces sera égale tout simplement à P1 plus P2 plus P3. Ok. Ici va nous donner combien? Ici va nous donner 45 plus 65 plus 35. 45 plus 65 plus 35. Ça fait 145 kilonewtons. Ok. Donc maintenant, nous allons déterminer la position à laquelle cette résultante s'applique. Pour déterminer la position à laquelle cette résultante s'applique, il est généralement conseillé de prendre la force la plus située à gauche. Ok. Donc on prend l'un des essieux le plus situé à gauche et on lance le moment à l'essieu le plus situé à gauche. Ok. Donc pour cela, nous allons tout simplement lancer le moment à l'essieu le plus situé à gauche, qui est l'essieu en C, tout simplement, où on a la force P1. Et on sait que le moment par rapport à l'essieu P1, ok, de la résultante, ça serait tout simplement la résultante fois sa position est égale à la somme des moments des autres forces. Donc ça veut dire tout simplement qu'on aura X, si appelle X la position de la résultante par rapport à P1, on aura X, la résultante, ok, est égale à P1 fois 0, tout simplement parce qu'on lance le moment à P1, plus P2 fois A, plus P3 fois B. Ok? Ici, il va nous donner quoi? Ici implique tout simplement que X, la position de notre résultante sera égale à quoi? X sera tout simplement égal à P2 fois A plus P3 fois A plus B. Regardez, attention, au niveau de P3, la distance c'est A plus B. Si on revient ici, ok, on va voir que P3, on est ici en C, ok, la distance c'est A plus B. Donc ça va faire tout simplement A plus B ici, ok, A plus B plus A. Voilà. Ici, ça va faire B plus A ou A plus B divisé par la résultante. Ok. En application numérique, on aura tout simplement notre position X est égale à P2. P2, c'est 65 fois 4 plus 35, qui est tout simplement P3 fois 6, le tout divisé par la résultante qu'on a calculée précédemment, 145 kN. Sans donner en calculant ceci, on va trouver 3,24 mètres. Donc ça voudrait dire que, étant ici à C, ok, nous devons mesurer 3,24 mètres pour savoir la position de notre résultante. En sachant que quoi, nous voyons que la distance entre P1 et P2, c'est 4 mètres. Ça veut dire que notre résultante sera comprise entre P1 et P2. Car la distance de P1 à la résultante, c'est 3,24, qui est inférieur à 4 mètres. Donc, on a tout simplement comme donné la résultante R égale à 145 kN, et c'est à la position 3,24 mètres, tout simplement. OK.
Nous allons directement passer à la deuxième question. La deuxième question nous demande de déterminer. La deuxième question nous demande de déterminer le moment fixé maximum à l'état de chaque issue. Donc, nous allons déterminer le moment fixé maximum. OK? Donc, le moment fixé maximum. Moment fixé max à chaque issue. Donc, le moment fixé max à chaque issue, on doit se servir du théorème de barre. OK? Chaque issue. Et on va en déduire la valeur max. On déduit de charge et on va en déduire la charge critique. Ok, la charge critique, c'est tout simplement la charge qui nous donne le moment fléchissant maximal. Ok, tout simplement. Donc ici, la charge critique sera quoi dans notre cas? Dans un premier temps, nous allons déterminer le moment fléchissant maximal à chaque essieu. Comme vous pouvez le constater, les essieux, ce sont les points d'application des forces. Donc à l'essieu C, à l'essieu D, à l'essieu E, tout simplement le moment fléchissant à l'essieu de la force P1. Le moment fléchissant à l'essieu de la force P2 et ainsi de suite. Ok, donc nous allons d'abord appeler le théorème de barre. Le théorème de barre nous fait comprendre que le moment fléchissant maximum, ok, à une force, à un essieu Fi, ok, est égal à quoi? À la résistance sur 4 fois la portée de la poutre, ok, facteur de la longueur de la poutre, plus ou moins la distance entre la résistante et la force considérée, ok. Comme nous l'avons dit à la vidéo précédente, si la force est à gauche, c'est moins, si elle est à droite, c'est plus. Que les veaux carrés moins la somme des forces à gauche, au moment des forces à gauche de la force considérée. Donc nous allons appliquer ça ici rapidement. Nous allons voir que le moment M max pour P1, ok, dans ce cas nous avons les P1, ça va tout simplement nous faire la résistance sur 4L, facteur de L plus ou moins, ok, bon, P1 est comment? P1 est à gauche ou à droite de la résistance? P1 est à gauche de la résistance, donc nous aurons moins, ok, DI élevé au carré. Est-ce qu'il y a une force à gauche de P1? Non, il n'y a aucune force, il n'y a aucun convoi, il n'y a aucun issue à gauche de P1, donc ça va nous faire, la somme, ça va nous faire 0 pour son cas. Donc ceci sera égal tout simplement à quoi? L'application numérique, 145 divisé par 4 fois, puisque la portée c'est 15 mètres, ok, facteur de la longueur qui est 15 mètres, moins la distance entre P1 et notre résistance, c'est tout simplement la distance qu'on a calculée précédemment, 2,24, tout élevé au carré. En calculant ceci, on va se retrouver avec un résultat de 334,22 kN par mètre. Ok, nous allons faire la même chose pour le moment M max pour le CP2. Ok, pour le CP2, on applique la même formule, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le CP2 sera situé où? À droite de la résistance 2, parce que le CP2 est à 4 mètres de l'essieu P1. Ok, or l'essieu P1 est à 3,24 mètres de la résistance 2. Donc, ce qu'il faudrait que la distance entre l'essieu P2 et la résistance, c'est tout simplement 4 mètres moins 3,76. Et vous allez voir que P2 est situé à droite de la résistance. Donc, en appliquant la formule dans ce cas directement, nous aurons en application numérique la résistance de 145, toujours divisé par 4 fois la portée, 15, ok, entre parenthèses, la portée de la poutre, ok. Dans ce cas, comme on a dit, c'est à droite, ça serait plus 4 mètres moins 3,24, ça va nous donner un truc comme 0,76 élevé au carré, ok, moins. On a une force à gauche, ok, la force à gauche c'est P1. La force qui est à gauche de P2, c'est P1. Et P1 est égal à quoi? À 45. Ok. La distance entre les deux forces, c'est 4. Ça fait 45 fois 4. Et en calculant ceci, on va se retrouver avec 420,25 kN par mètre. Ok. De la même façon, nous allons calculer M max de P3. Ok. M max de P3, ça serait tout simplement 145 divisé par 4 fois 15. Facteur de 15. Ok. 15 plus P3 aussi situé à droite de la résultante. Donc maintenant, la distance entre P3 et la résultante, c'est tout simplement 2 mètres plus 0,76, ça nous fait 2,76, ok, élevé au carré, moins le moment des forces à gauche, ok, on aura P1 et P2, ok, P1 sera situé à 6 mètres, donc ça va faire P1 45 fois 6, et P2 sera situé à 2 mètres fois 2. En calculant ceci, on va se retrouver avec un résultat de 302,26 kN par mètre. Ok. Maintenant, nous allons tout simplement déduire le moment fixé max par déduction. M max, le moment fixé max sera égal à M
max du P2, ok, qui est égal à 420,25 kN pour mètre, d'où la charge critique, la charge critique est P. La charge critique est P2. La charge critique, ou encore la charge qui nous donne le moment infléchissant maximum, c'est P2. Okay? Il est intéressant de connaître la charge critique parce qu'elle va nous permettre de positionner la résultante sur le convoi. Comme nous avons vu sur la vidéo précédente, okay? La position de la résultante sur le convoi, c'est la position qui nous donne le moment infléchissant maximum. Okay? Donc, nous allons nous servir de la position, de la distance qui sépare la charge critique et la résultante pour positionner la résultante sur le convoi. Okay? Donc, maintenant, on va positionner le convoi à sa position critique. Donc, nous allons passer directement à la troisième question. Okay. À la troisième question, on demande de positionner le convoi à la position critique, okay, en prenant en compte les charges permanentes, puis tracer le diagramme de l'effort tranché du moment infléchissant et en déduire le moment maximum. Okay. Okay. Pour ce faire, la position du convoi n'est pas compliquée. Okay. Nous allons positionner le convoi rapidement. Donc, nous allons position du convoi à la charge critique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on positionne le convoi à sa charge critique, donc à la position qui nous donne le moment infléchissant maximum. Parce que comme vous pouvez remarquer, c'est une charge roulante, elle se déplace tout au long de la boucle, mais il y a un moment donné, lorsque la charge sera à un niveau donné, okay, nous allons à un moment donné, à une position de la charge, nous allons avoir un moment infléchissant maximum, et c'est avec ça c'est ça qu'on recherche pour pouvoir faire notre calcul. Okay? Donc, on cherche généralement les valeurs maximum pour pouvoir faire un calcul de structure. Okay? Donc, on va positionner le convoi, okay? Et on va tracer les diagrammes. D'accord. On va tracer les diagrammes. Ok, bon, ce qui s'agit de la position du convoi, comme on l'a si bien dit, il faut d'abord savoir la charge critique. La charge critique, c'est P2. Dès qu'on connaît la charge critique P2, on positionne généralement le convoi, ou alors la position de la résultante, c'est généralement par rapport au centre. C'est par rapport au centre, à l'axe de la poutre. Donc, si on se permet de dessiner nos poutres encore ici, on rend nos poutres là, comme ça. Ok, ici, on fait un truc là, comme ça. Ouais. Comme ça, là, on va dessiner directement notre diagramme de moment infléchissant et fort tranchant ici en dessous. Ok, comme ça. Voilà, c'est la direction du moment infléchissant. Là, c'est la direction des fort tranchant. Ok, ici, nous avons la direction X, nous avons la direction Y. Nous allons venir ici pour positionner notre convoi. Bon, pour positionner notre convoi, on nous a demandé de prendre en compte la charge uniformément répartie. On va matérialiser d'abord la charge uniformément répartie. Ok. C'est la charge uniformément répartie, comme vous pouvez remarquer. Une charge uniformément répartie de 5 kN par mètre. Okay. Bon, maintenant, la position de la résultante dépend de l'axe de la poutre. Donc, nous allons venir ici, matérialiser l'axe de la poutre. Par quoi? Par un symbole qui matérialise généralement l'axe d'un élément. Matérialiser l'axe de la poutre par ça, tout simplement. Tout simplement un truc comme ça. Ok, voici l'axe de la poutre. Maintenant, la résultante, ok, elle est à une distance de l'axe de la poutre. Et cette distance, c'est tout simplement quoi? La distance qui sépare la charge critique et la résultante divisée par 2. Donc, pour savoir la distance entre la résultante et quoi? Et l'axe de la poutre, il faut savoir la charge critique. Ok, on prend la charge critique, on détermine la distance entre la charge critique et la résultante. Ok, cette distance, vous avez remarqué comment on l'a bien fait ici, c'est 0,76. Ok, ça c'est la distance entre la charge critique et la résultante. Et on divise ça par 2, ça va nous donner 0,38. Ok, maintenant, il est question de savoir si la résultante est à gauche de l'axe ou à droite. Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la résultante sera à gauche. Pourquoi? Parce que la charge critique est située à droite de la résultante. Donc, la charge critique est à droite de la résistance. Si vous matérialisez la résultante à droite, la charge critique sera plutôt à gauche, et ce qui ne serait pas correct. Donc, vous devez matérialiser la résultante à gauche, là, la charge critique sera à droite, ce qui correspond à ce qu'on fait depuis. Donc, en matérialisant la résultante à gauche, on aura un truc qui est appliqué ici. Notre résultante R sera appliquée là. Disons que ça s'applique là, sur notre boucle. Ok, ça c'est la résultante R. Ok, donc, voici maintenant la position qui va nous donner réellement le moment infléchissant max. Ici, c'est A.
distance à 0,38, ok. Donc, on va prendre la distance qui sépare la charge critique de la résultante, on divise par 2. Et pour savoir si c'est à gauche ou à droite, il faut tout simplement déterminer la position entre la charge critique et la résultante, qui est avant l'autre, qui est après l'autre. Mais comme vous pouvez remarquer, la charge critique, elle est située où? Elle est située à droite, donc la charge critique sera quelque part de ce côté-là. Ok, donc maintenant, nous avons déjà positionné nos convois à la position qui nous donne la charge critique. Nous allons rapidement tracer le diagramme de mouvement infléchissant. Ok, donc, trace le diagramme de mouvement infléchissant, c'est pas également compliqué. Nous allons dire que ça, c'était notre effort tranchant T, qui va se donner en kN, notre moment infléchissant M, qui va se donner en kN ou mf, ok. Donc ici, ça c'était la direction X, ok. La direction X. Alors, nous allons d'abord déterminer nos réactions aux appuis. Pour ceux qui, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, dans la vidéo précédente, ils montrent une stratégie très facile pour déterminer la réaction aux appuis. Ici, comme les charges, on a tout simplement QL et la résultante. Donc, nous allons facilement trouver que la réaction RA, ok, en appliquant comme mon diviseur de courant, comme je l'ai si bien fait à la vidéo précédente, c'est pas si compliqué. Donc, ça serait tout simplement QL sur 2, ok, plus la résistance pour R. Donc, on prend, comme il dit, la réaction en A. Ici, on a A ici on a B, ok. La réaction en A, je fais là. La réaction en A, c'est QL sur 2 parce que la charge uniformément répartie s'applique au milieu de la poutre. Donc, la distance sera L sur 2 tout simplement. Donc, elle va répartir ses charges à moitié à gauche et à droite. Maintenant, la résistante, quant à elle, elle ne va pas faire cela. Elle va donner une partie de la charge qui sera 7, donc la moitié ici. Donc, comme quand j'applique généralement mon diviseur de courant, ok, vous allez voir, ça serait 7, donc, parce qu'ici, à moitié de la poutre, on a 7,5, plus la distance ici, ça fait 7,88. Donc, j'aurai 7,88 divisé par 15, ok. 7,88 divisé par 15 fois la résultante. Ceci va me donner tout simplement RA et RB. Et RB, on va appliquer une formule similaire, on va trouver le résultat final. Ok. Et en calculant ça, vous allez remarquer que RA sera égal à 113,67 kN et RB sera égal à 106,33 kN. Donc, en calculant la réaction en appliquant mon diviseur de courant, de la même manière qu'on a appliqué sur RA, ou alors si vous ne comprenez pas bien, vous regardez la vidéo précédente, ok. Vous prenez force par force et vous additionnez, ok. C'est-à-dire vous appliquez le diviseur de courant dans le cas où on a la charge uniformément répartie seule, ok, et vous appliquez encore dans le cas où on a la charge, la résultante des convois, ok, et vous faites l'addition tout simplement. Là, vous aurez la réaction A et vous allez appliquer la même chose pour avoir la réaction B. C'est pas si compliqué. Maintenant, pour tracer notre diagramme, nous allons faire les coupures, ok. Notre premier coupure, ok. Ici, on aura à faire deux coupures, une première coupure là, une deuxième coupure là, parce que dès qu'on traverse la résultante, on a également une autre coupure. La première coupure, ça serait plutôt X compris entre 0 et 7,12, ok, 7,12 c'est tout simplement 15 mètres moins 7,88, ok, donc x doit être compris là. Donc on va faire la coupure, on va considérer notre partie de gauche, pour trouver les équations, on aura un truc comme ça. Donc charge uniformément répartie là, ok, ok, ici on a notre convention des signes qu'on connaît, il faut trancher en dirigé vers le haut, moment infléchissant, ça prend la fibre supérieure. Ok, maintenant ici, on va appeler cette distance X. Ok, ça c'est la distance X. Oh bon, vous m'excusez, ça c'est dirigé vers le bas. Ça c'est la charge uniformément répartie dirigée vers le bas. Ok, donc on va appliquer, ça c'est la réaction RA. On va appliquer réaction de la statique sur la direction horizontale. Nous allons voir tout simplement que le force tranchant T de X est égal à Q de X fois X, ok, moins RA, ok. Or, Q de X est une constante, donc on ne dépend pas de X, ça sera tout simplement Q, ok. Maintenant, le moment infléchissant M de X sera quant à L égale à quoi? On peut dériver tout simplement ça, on peut primitiver ça, y mettre plus, et comme il n'y a pas de constante, la constante sera nulle, donc la primitive sera moins Q X carré sur 2 plus RA X. Comme il n'y a pas de constante ici, il n'y a pas de constante de moment infléchissant, ça veut dire qu'il n'y a pas de moment infléchissant ici au début de la boucle. En A, ok, donc la constante est nulle, donc on trouve tout simplement ça comme équation, ok. Pour le traçage, nous allons venir tracer cette portion, où on peut directement déterminer la deuxième coupure, ok. Pour la deuxième coupure, X doit être compris entre 7,12 et 15, ok. Donc on va couper et considérer la partie, on va couper et considérer quelle partie? Dans ce cas, nous allons considérer la partie de droite, ok. On va voir plutôt qu'ici on aura notre résultante R en B.
Ici, on aura les charges à appliquer là. Ici, cette distance sera plutôt L moins X. OK. Là, on aura notre moment comme ceci. Et maintenant, notre effort tranchant T va être dirigé vers le bas. OK. On a notre moment là. Et comme équation, en appliquant le principe de la statique simplement, nous allons trouver T de X est égal à Q facteur de X moins L. OK. Plus RB. OK. De la même façon, on aura M de X est égal à moins Q de X moins L au carré, et tout sur 2, OK, plus L moins RB, OK, ça c'est moins, plus RB, excusez, plus RB facteur de L moins X, là c'est L moins X, c'est pas X moins L ici, OK, tout simplement. Donc maintenant, nous allons venir tracer ça. Pour tracer ça, on sait que ce sont des fonctions linéaires et fonctions paraboliques. Donc, nous avons besoin des points où on va trouver les valeurs des extrémums. Donc, les points où on trouve les valeurs max et les valeurs min sont pas dans la première coupure. OK. À t égale à 0, à x égale à 0, on va voir que l'effort tranchant égale à moins la réaction à l'appui. Donc, l'effort tranchant sera tout simplement égal à moins la réaction aux appuis. Donc, on sera quelque part là. OK. Donc, maintenant, à x égale à 7,12, l'effort tranchant sera toujours négatif. En calculant, vous allez voir que l'effort tranchant sera toujours négatif. Mais l'effort tranchant va prendre une valeur de l'effort tranchant va prendre une valeur de 78,07. Donc ça veut dire que l'effort tranchant va quitter là comme ceci, ok, jusqu'à la position ci. On va tailler cette position là comme ça. On va quitter là comme ceci, venir là. Ok. Là, on va quitter d'une valeur de la réaction à l'appui, 13,67 RA, ok. On va venir à 78,07. Donc par calcul, vous allez facilement retrouver cela, ok. Et ici, rappelons que c'est bien et bien négatif. Ça, c'est la zone négative. OK. OK. Progressivement, ici, nous allons aussi tracer le diagramme du moment infléchissant. OK. Comme vous pouvez remarquer, l'effort tranchant est comment? L'effort tranchant est croissant. Donc, ça veut dire que le moment infléchissant sera. Si l'effort tranchant est négatif, ça veut dire que le moment infléchissant sera croissant. OK. Quand l'effort tranchant est négatif, puisque l'effort tranchant c'est la dérivée du moment infléchissant, comme il est négatif, l'effort tranchant, le moment infléchissant sera croissant dans cet intervalle. Donc ça veut dire que AX égale, pour la première coupure, AX égale à 0, le moment infléchissant égale à 0. Maintenant, X égale à 7,12. OK. Nous allons avoir la valeur maximale de notre moment infléchissant, qui sera tout simplement, bon, comme c'est une charge uniformément répartie, on aura une parabole. OK. Comme ceci. Maintenant, cette valeur max sera ici. C'est ça qui nous donne notre extrémum. Par calcul, vous allez remplacer tout simplement x par 7,12. Vous allez trouver 682,59 kN/m. On va limiter là. OK. Maintenant, puisqu'il s'agit de la deuxième coupure, vous pouvez rapidement voir que l'effort tranchant à x égale à 7,12. OK. On aura une discontinuité de l'effort tranchant. OK. La discontinuité de l'effort tranchant va nous donner un effort tranchant à droite de un effort tranchant positif qui va prendre une valeur de 66,73. Voilà, 66,93 là. OK. Calculer, c'est tout simplement l'image de la fonction. Vous venez ici, on remplacer x par 7,12. C'est pas compliqué. OK. Maintenant, à x égale à 15 mètres, on aura tout simplement la réaction VB. OK. La réaction VB, valeur positive. OK. Donc, ça va nous donner un truc comme ça. Alors, bon, pas 13 là, j'ai comme ça, disons. Un truc comme ça. OK. Donc ici, on a notre réaction VB qui est de 106,53. Là, c'est positif, dans le domaine positif. On check là comme ça. OK. Et maintenant, pour le moment infléchissant, on sait que à partir de droite, il y a toujours continuité de moment infléchissant lorsqu'on a une force. Mais si à un moment, on a discontinuité, donc ça veut dire que vous pouvez vérifier. À droite, nous aurons toujours, quand vous allez passer x par 7,12, vous aurez les mêmes résultats. OK. Alors, la seule différence, c'est qu'avec les arrondis que vous avez fait en calculant les réactions et tout et autres, vous pouvez avoir des résultats en une unité près. Ça veut dire que vous pouvez avoir peut-être 682,61. OK. Ici, moi, j'ai 600,59. Mais c'est juste à cause des arrondis que vous avez fait en calculant les réactions. Sinon, si tous les nombres étaient entiers, le moment infléchissant est continu. Donc, quand il n'y a pas de moment là, pour l'application de la résultante, il n'y a pas de moment. Donc, c'est tout simplement ça convient au fait que le moment infléchissant reste continu. OK. Donc, maintenant, lorsque x sera égal à 15, on peut facilement voir que le moment infléchissant sera nul. Donc, on va voir ceci. OK. Donc, parabole bien définie là. C'est complètement positif. Le moment infléchissant est complètement positif. Et voilà notre diagramme du moment infléchissant.
ok, comme vous pouvez le remarquer. On a directement affiché ça, ok. Et la valeur maximale, on peut facilement la retrouver. Donc, Mmax, Mmax égale à 682,59. On a dit 682,59, donc nous avons 682,59 kN pour mètre. Vous pouvez remarquer que dû au fait que nous avons ajouté la charge uniformément répartie, on a un moment max un peu plus supérieur à ce qu'on avait avec la charge roulante qui était de 420. Ok. Donc, nous allons directement passer à la dernière question, ok, qui s'agit de déterminer l'effort tranchant maximum. Pour l'effort tranchant maximum, comme vous pouvez le remarquer, ok, l'effort tranchant maximum se détermine à l'appui, ok. Donc, nous devons tout simplement prendre la charge du convoi en considérant la charge uniformément répartie également, ok. En considérant la charge uniformément répartie, qu'est-ce que ça va nous donner? Si on prend la charge sur le convoi, bon, on aura tout simplement l'effort tranchant maximum sera déterminé tout simplement par la procédure suivante, ok. Donc, l'effort tranchant max, l'effort tranchant max. Bon, pour trouver l'effort tranchant max, nous devons prendre la charge roulante, la faire balader à l'appui A et après faire balader la charge roulante également à l'appui B. Ok. Lorsqu'on fait balader la charge roulante à l'appui A, qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Ok. Bon, si on fait balader la charge roulante à l'appui A, on aura un système comme ceci. Ok. Ici, on a la réaction RA qu'on a calculée. Ici, on va faire balader vers l'appui A à une distance epsilon. Ok. Et comme quand le convoi arrive vers l'appui A, la force qui est proche de l'appui, la plus proche de l'appui A, c'est P1. La charge de l'appui de la gauche, c'est P1. Ok. Après P1, on aura notre résultante qui a notre résultante R qui a combien? Qui a 3,24 de P1. Ok. Ainsi de suite, on aura les autres forces, mais ça ne va pas nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est la position de la résultante. Ok. Donc, je prends juste la force la plus à gauche qui me donne la distance entre la réaction en A. Et aussi, n'oublions pas la charge uniformément répartie, qu'on va appeler la charge QL là. Ok. Ici, on aura notre réaction RB. Donc, pour trouver la réaction en A, bon, pour trouver l'effort tranchant masse en A, nous devons calculer la réaction RA, l'ensemble moment à B tout simplement. Donc, le moment par rapport à B va nous donner tout simplement, là, il faut savoir les distances. Ok. On sait que ça L sur 2. L sur 2, c'est la charge uniformément répartie. Bon, ça, c'est la résultante. Ok. Donc, si on lance le moment par rapport à B et considère la réaction, au moment de la réaction positive, j'aurai RAL, ok, moins au moment de la résultante, le bras délevé de la résultante, c'est la portée moins epsilon moins 3,24. Donc, on va faire la portée c'est L, donc L moins epsilon moins 3,24, ok, tout simplement. Maintenant, moins la charge uniformément répartie, QL, fois sa distance, qui est L sur 2, ça fait que le carré sur 2, ok, ceci va nous donner 0. Donc, on peut facilement voir que la réaction en A, qui est une fonction de epsilon, sera égale à R facteur de L moins epsilon moins 3,24 plus QL sur 2, tout ici divisé par L, ok. Donc là, maintenant, si on veut déterminer l'effort tranchant max en A, temps vers A, on va calculer tout simplement la limite, il faut trancher max, temps vers A, sera égal à la limite de RA et epsilon lorsque epsilon tend vers 0. Et cette limite par calcul, ça va nous donner R facteur de L moins 3,24, tout divisé par L plus QL sur 2. Ok, en calculant ceci, on aura T max en A, ça va nous donner tout simplement T max en A, ça va nous donner tout simplement 151,18 kN. Ok. Et maintenant, si on procédait de la même façon, donc ça c'est pour le premier cas. Ok, ça c'est pour en A. Maintenant, à B, qu'est-ce qu'on a? En B, on va également prendre le convoi, ok, et la force la plus à droite doit être proche de B. La force la plus à droite, ça sera quoi? Ça serait P croix, ok. Donc ça veut dire que si on prend notre cours là, comme ceci, là, ok, on a notre charge uniformément répartie là, ok. On ne prend pas compte P1 parce que P1 est déjà inclus dans la résultante, ok. On travaille uniquement avec la résultante lorsqu'on fait notre calcul de moment. La position de P1 que j'ai mis là, c'était juste pour nous indiquer
À quel niveau se trouve la résultante R? Et c'est la même façon qu'on va faire ici. Donc là, on aura la réaction R1. Là, on aura la réaction RB. OK. Ici, la charge la plus à droite, c'est quoi? C'est F croix. P croix en temps pour moi. OK. On va mettre la charge P croix là, epsilon à une distance très petite. OK. Après P croix, nous avons d'abord P2. OK. Et après P2, nous avons la résultante. Donc notre résultante sera quelque part là. Disons que dans notre résultante là. Notre résultante. Et notre résultante sera une distance de quoi? De A. Donc, tout simplement, ça sera une distance de quoi? Cette distance ici. OK. C'est A plus B. A plus B moins X. Donc, ça veut dire qu'on a pris toute cette distance. Si on revient ici au point de départ, j'ai pris toute cette distance. OK. J'ai fait moins la position qui sépare P1 et la résultante. Ça me donne le reste, tout simplement. OK. Donc, cette distance, c'est A plus B moins X. Ça, c'est la distance entre P et la résultante. C'est cette distance qui nous intéresse. Là, ça, c'est notre charge QL. OK. Donc, on va encore lancer le moment. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que le moment en RU. Donc là, on va lancer le moment en A. Donc, si on lance le moment en A, il y aura RB. Vous allez facilement retrouver que RB de epsilon est égal à quoi? RB de epsilon est égal également à QL sur 2. OK. Plus la résultante sur L, facteur de L moins A moins B plus X moins epsilon. Tout simplement. Donc, nous aurons T max 2, T max en B est égal à la limite tout simplement de RB de epsilon. Tant que epsilon tend vers 0, ok, ça nous donne la valeur max ici. Parce qu'en principe, on ne prend pas tant que epsilon égale à 0, epsilon doit tendre vers 0 pour qu'on ait réellement l'effort tranchant max. Ok. En calculant ceci, on va se retrouver avec QL sur 2 plus R sur L, facteur de L moins A moins B plus X. Et lorsqu'on va calculer ça, ça va nous donner, en sachant que X c'est 3,24, A c'est 4, B c'est 2, ok, ça va nous donner 155,82 kN. Donc, en fin de compte, T max c'est tout simplement le max entre les deux, qui est celui-ci. Donc, d'où notre effort tranchant maximal est égal à 155,82 kN. Et c'est tout. Comme vous pouvez remarquer, dans cette vidéo, le but principal était de trouver le moins enrichissant maximum et l'effort tranchant maximum. Ceci pourra nous permettre d'aller faire un calcul de structure bien après. Ok, un calcul de structure. Ici, ça est un élément béton amé. Nous allons faire le calcul de structure en respectant ça. Comme vous pouvez remarquer, l'effort tranchant permet généralement de faire les vérifications ou alors de positionner le cadre, ce qui s'agit des cadres. Et le moins enrichissant va nous permettre de déterminer les sections d'acier longitudinales. Ok, donc merci pour votre aimable compréhension. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à partager à vos proches. Merci bien.